Ma femme m'a trahi et a caché le fait que nos 2 enfants n'étaient pas les miens. J'ai divorcé, mais son amant est mort dans un accident de voiture, et elle a fini par se suicider. Je m'appelle Tom, et ma femme s'appelle Marie. Nous étions mariés depuis près d'une décennie, avec 2 merveilleux enfants, un garçon de 7 ans nommé Alex et une fille de 4 ans nommée Emma. Marie était enceinte lorsque nous nous sommes mariés, et Alex est né 5 mois après notre mariage. Bien que la plupart de nos amis et de notre famille nous aient soutenus, les parents de Marie n'ont pas été aussi enthousiastes. Naturellement, ils ont été déçus que leur fille tombe enceinte avant le mariage, et ils n'ont pas tardé à me blâmer pour avoir prétendument ruiné ses perspectives. Je n'ai jamais été à la hauteur de leurs attentes, et je sais que je ne le serai jamais. Ils pensent que Marie a dû se contenter de moi, ce qui m'a toujours pesé. Il est vrai que j'ai été son premier, et oui, je l'ai convaincu d'être avec moi, mais en ce qui me concerne, ses parents peuvent garder leur jugement pour eux. J'aime Marie plus qu'il ne pourrait s'attendre à ce qu'un homme puisse aimer, et elle le sait. Cependant, ses parents ne semblent pas surmonter le fait qu'elle soit tombée enceinte avant le mariage. Rien de ce que j'ai fait ou ferai ne changera leur opinion. Je serai toujours celui qui n'a pas été à la hauteur à leurs yeux. Marie et moi nous sommes rencontrés alors qu'elle était en dernière année de lycée à Springfield, tandis que j'étais en 2e année à l'université du Missouri. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était celle qu'il me fallait. Nous sommes rapidement devenus un couple, et tout a parfaitement fonctionné. J'ai été son premier, et nous avons commencé à avoir des relations intimes 1 mois après le début de notre relation. Après que Marie ait terminé ses études secondaires, elle est retournée vivre chez ses parents et a trouvé un emploi dans une coopérative de crédit locale. Nous nous voyons presque tous les week-ends, que ce soit à Springfield ou à Saint-Louis, où vivait ma famille. Lorsqu'il me restait 1 an à l'université, nous avons découvert qu'elle était enceinte de 2 mois. Nous avons rapidement organisé un mariage et nous nous sommes mariés en novembre, et comme je l'ai déjà dit, Alex est né 5 mois plus tard, en avril. J'ai terminé mes études à peine 2 semaines après la naissance d'Alex et j'ai trouvé un emploi en sécurité aéroportuaire à l'aéroport de Lambert. Marie est restée chez ses parents jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme et mon emploi. Nous avions tout préparé dans notre petit appartement et nous avons déménagé juste après mon diplôme. Enfin, nous étions ensemble en famille, et pendant les années suivantes, la vie a été belle, de meilleurs emplois, une nouvelle maison, Alex qui grandissait rapidement, un mariage solide et l'arrivée d'Emma. Tout semblait parfait. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. J'ai traversé quelques mois difficiles, et Marie et moi nous sommes disputés plus que d'habitude. Une de nos disputes récurrentes portait sur qui empêchait l'autre de dormir suffisamment. J'insistais sur le fait que ses ronflements ne me laissaient pas dormir la nuit, et elle disait la même chose de moi. Elle refusait de croire qu'elle ronflait, mais elle avait ce ronflement minuscule et grinçant qui me réveillait, et une fois réveillée, je devais supporter ce grincement pendant ce qui semblait une éternité avant de pouvoir me rendormir. Je suis sûre que je ronfle aussi. Je me suis surpris à le faire de temps en temps, mais j'avais le sentiment qu'elle me blâmait uniquement moi, ce qui ne me plaisait pas, surtout avec toutes les critiques que je recevais déjà de la part de ses parents. Pour régler le problème, j'ai ramené à la maison un enregistreur activé par la voix du travail et je l'ai placé sur la table de chevet près de notre lit. J'ai dit à Marie, de façon désinvolte, que nous déterminerions enfin qui ronflait et qui ne ronflait pas. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés ensemble, et après un doux baiser du matin, nous avons rembobiné la bande et avons écouté. Effectivement, mes ronflements ressemblaient à une tronçonneuse, et elle n'a pas pu s'empêcher de se moquer de moi. Mais ensuite, nous avons aussi clairement entendu ces ronflements, un son doux et grinçant qui se produisait pendant les pauses de mes ronflements. Marie a été prise de court et m'a regardée surprise, un regard qui s'est rapidement transformé en rire. Elle s'est exclamée, « Oh mon Dieu, je suis terrible !» Nous avons tous les deux ri, et elle a dit, « Chérie, nous devons tous les deux travailler le dessus pour ne pas être bannis de la chambre. » J'étais soulagée de ne pas être le seul coupable. Ce moment ludique a pris une tournure plus sombre lorsque, quelques jours plus tard, elle m'a demandé de rentrer tôt à la maison pour garder les enfants parce qu'elle avait une réunion à la banque. J'ai vu l'enregistreur et je n'ai pas pu résister à la tentation de l'écouter à nouveau, espérant trouver plus de preuves de ses ronflements, mais j'ai plutôt trouvé quelque chose de totalement inattendu. La bande nous avait enregistrés en train de faire l'amour, et ce qui a suivi a détruit mon monde. L'enregistrement a révélé que Marie avait été infidèle,
dans notre propre lit, rien de moins. Elle avait amené un autre homme chez nous, dans notre espace sacré. J'étais sous le choc. Après avoir découvert le contenu de la bande, j'ai rapidement appelé notre voisine, Linda, et je lui ai demandé si elle pouvait garder les enfants un moment parce que j'avais un projet de travail urgent. Linda n'avait aucun engagement préalable, alors elle a accepté avec plaisir. J'ai laissé les enfants chez elle, je leur ai dit de se bien comporter avec Linda et je leur ai assuré que je reviendrais à temps pour le dîner. Ils étaient contents de passer du temps avec Linda et ses enfants, qui étaient du même âge que les miens. De retour dans la chambre, j'ai remis l'enregistrement. Oh mon Dieu, Tom, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Ça m'a beaucoup manqué, a dit la voix de Marie. L'homme a répondu, ne t'inquiète pas, chérie, je m'assurerai qu'on passera plus de temps ensemble. Je veux qu'on ait un autre enfant. J'aimerais que tous nos enfants aient le même père. Mon cœur s'est arrêté. L'homme, que j'ai rapidement appris s'appeler Tim, a poursuivi, Tom ne se doute de rien? Il ne se demande pas pourquoi les enfants ne lui ressemblent pas. La réponse de Marie m'a glacé le sang. Ne parle pas comme ça de Tom. Il n'est pas stupide, et je ne lui ai jamais donné de raison de douter de moi. Tim a ri entre ses dents. Eh bien, peut-être aujourd'hui, le jour où tu tomberas enceinte de mon enfant, alors Tom n'aura pas d'autre choix que de s'en rendre compte. Je n'ai pas pu continuer à écouter. Tout mon mariage était un mensonge. L'amour, la confiance et le lien que je croyais que nous avions été construits sur la tromperie. Comment pouvait-elle m'aimer vraiment et faire ça? Elle ne le pouvait pas. J'étais anéantie, physiquement malade du choc. Mon cœur battait à toute vitesse et j'ai prié pour qu'il ne me lâche pas. J'étais dégoûtée, émasculée, terrifiée et furieux. Il y a trop de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, mais, dévasté, est celui qui résume le mieux la situation. Je n'étais pas stupide, cependant. Je savais que je devais trouver mes prochaines étapes par moi-même, pour ma famille, pour mon avenir. Tout d'abord, je me suis rendu compte que je devais obtenir une copie de la bande comme preuve. L'enregistreur disposait d'un système à double bande, alors je l'ai préparé pour doubler l'enregistrement sur une deuxième bande. J'ai mis la copie dans une enveloppe unie et je l'ai rangée dans le coffre de ma voiture. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais cette bande comme preuve. Deuxièmement, je savais que je devais garder mes connaissances secrètes jusqu'à ce que j'aie un plan établi. J'ai rembobiné la bande jusqu'à la fin de notre segment de ronflement et j'ai effacé le reste, puis j'ai replacé l'enregistreur sur la table de chevet comme si de rien n'était. Si Marie avait jamais l'idée de vérifier la bande, elle ne trouverait rien d'incriminant, et je ne lui donnerais aucun indice que je connaissais sa trahison. Je savais que j'avais besoin de toutes les données pour décider quoi faire ensuite. Pour commencer, je me suis souvenu de la façon dont Marie et moi nous sommes rencontrés et j'ai essayé de tout reconstituer à partir de là. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une amie à elle du collège qui sortait avec mon cousin. J'ai pensé que ses annuaires scolaires seraient une excellente source d'informations, alors je suis descendue au sous-sol, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve la boîte contenant tous nos annuaires et j'ai mis les deux siens dans le coffre de ma voiture. Je me suis assurée de replacer les boîtes exactement comme elles étaient pour ne pas éveiller les soupçons. Si, d'une manière ou d'une autre, elles se rendaient compte qu'elles avaient disparu, je pouvais toujours prétendre qu'elles avaient été mélangées avec une autre boîte. Enfin, je savais que si je voyais Marie ce soir-là, elle percevrait que quelque chose n'allait pas, alors j'ai contacté mon patron, Paul, pour lui demander de l'aide. Paul et moi étions devenus de bons amis au cours des années où j'ai travaillé avec lui, et je savais que je pouvais lui faire confiance. Je lui ai raconté ce que j'avais découvert et je lui ai demandé de me couvrir pendant quelques jours afin que je puisse aller au fond des choses et prendre ma décision finale. Je lui ai demandé de m'organiser un voyage à New York sous prétexte d'assister à une école antiterroriste, ce qui correspondait au cours que j'avais suivi auparavant, ce qui n'éveillerait aucun soupçon. Bien sûr, je n'avais aucune intention d'y aller. J'avais des endroits à visiter, des gens à rencontrer et un réseau de mensonges à démêler. Paul a accepté d'aider à la couverture, expliquant que ce cours était apparu à la dernière minute et que j'étais obligé d'y assister. Je devais être dans un avion dans 1 heure. J'ai appelé Marie sur son portable et je lui ai expliqué le voyage urgent que Paul m'avait demandé de faire. Je lui ai dit que j'avais laissé les enfants chez Linda pour qu'elle les garde pendant que je faisais mes valises rapidement et que je me rendais à l'aéroport.
Je lui ai dit que je n'avais pas encore tous les détails du cours, mais que je l'informerais dès que je les aurais. Naturellement, mon départ soudain ne lui a pas plu, mais j'ai insisté sur le fait qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet et je lui ai dit au revoir. Je l'ai entendu dire « Je t'aime, Tom », lorsque j'ai raccroché, mais je n'ai pas pu me forcer à le lui dire en retour. Je suis allée chez Linda et je lui ai dit que je devais faire un voyage soudain hors de la ville. Je lui ai expliqué que Marie viendrait dans environ 1 heure pour récupérer les enfants, et Linda a trouvé ça bien. Je lui ai demandé si elle pouvait ramener Alex et Emma chez moi pendant que je faisais mes valises et que je disais au revoir. Elle a accepté, alors nous sommes retournés chez moi. Avant de partir, j'avais besoin de prélever des échantillons d'ADN des enfants. J'ai réussi à obtenir des échantillons de salive d'Alex et d'Emma à l'aide de coton-tige. J'ai l'intention d'analyser leur ADN et de le comparer au mien pour confirmer ce que je savais déjà grâce aux aveux de Marie sur la bande. Après avoir fait mes valises pour quelques jours, je suis sortie de chez moi avec les enfants et je les ai ramenés chez Linda. Je les remerciais de les avoir gardés avec si peu de préavis et je suis partie. J'ai conduit jusqu'à un hôtel à Ney, suffisamment loin de Springfield pour éviter de rencontrer la famille de Marie, mais suffisamment près pour l'utiliser comme base pour mon enquête. Après m'être enregistrée, j'ai acheté quelques bières et je me suis saoulée. Cela semblait être la seule façon de supporter ça. Pourquoi rester éveillée avec la douleur et la souffrance? Pourquoi revivre tout ça dans ma tête toute la nuit? Me saouler était mon échappatoire. Le lendemain matin, je me sentais mal. Il était plus de 11 heures, et je pensais que je n'arriverais peut-être pas à midi. J'avais mal à la tête et j'avais le cœur retourné, alors j'ai fait la seule chose logique. J'ai pris encore quelques bières. Curieusement, cela s'est avéré être la bonne décision, car la fois suivante où je me suis réveillée, il était 15 heures et je me sentais un peu mieux. J'ai commandé du café et des toasts au service d'étage. En attendant, je me suis douchée et je me suis habillée avec des vêtements propres. Le café m'a fait du bien et j'ai réussi à garder les toasts sur l'estomac. Maintenant, qu'allais-je faire le reste de la journée? J'ai vérifié mon téléphone portable pour voir si j'avais des messages et j'en ai trouvé 3. Le premier provenait de Marie, qui était en colère parce que je ne l'avais pas appelée à mon arrivée à New York. Elle ne pouvait pas me contacter parce qu'elle ne savait pas où j'étais logée. Elle voulait que je l'appelle dès qu'elle aurait reçu son message. Le deuxième appel provenait également de Marie, d'avant ce matin, et elle était maintenant très en colère contre moi. Je ne l'avais pas appelée hier soir ni ce matin, et elle était clairement irritée. Mais cela ne m'importait pas. J'avais prévu de lui donner une bonne excuse quand je parlerais enfin avec elle. Je savais que je devais lui parler bientôt, mais j'allais retarder un peu plus longtemps. Après tout, elle était déjà en colère, alors, combien plus en colère pouvait-elle être? En fait, j'ai ri de l'absurdité de la situation. Le troisième appel provenait de Paul, à peine quelques minutes après l'appel de Marie. Il m'a dit qu'elle exigeait de connaître mon lieu de séjour et ce qui se passait. Il m'a dit que je lui devais une grosse somme pour avoir eu affaire à elle, et j'ai été d'accord. Il lui a expliqué qu'il n'avait pas plus d'informations qu'elle sur mon lieu de séjour, car il ne connaissait pas l'hôtel. Il lui a également parlé du séminaire qui se tenait dans un centre de conférence de l'aéroport JFK, suggérant qu'elle pourrait essayer de me localiser là-bas. Mais nous savions tous les deux que la bureaucratie de la sécurité aéroportuaire rendrait presque impossible pour elle de me localiser. En fait, comme je n'y étais pas, c'était encore plus impossible, alors je me suis sentie en sécurité jusqu'à ce que je l'appelle. J'ai pensé que j'avais quelques heures pour travailler sur mon projet avant qu'elle ne rentre du travail. Je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à revoir ma liste de tâches. J'ai noté tout ce que je savais déjà et les détails que je devais compléter. J'ai vérifié son annuaire et j'ai dressé une liste de toutes les personnes qui avaient écrit dans ses annuaires d'avant-dernière et de dernière année, en les croisant par année scolaire. J'ai également appelé son lycée et j'ai demandé un livre de la réunion pour sa prochaine réunion des 5 ans. L'administratrice a été très serviable et m'a offert une copie du livre de la réunion des 10 ans également, qui était imminente. J'ai demandé s'il était disponible par voie électronique et j'ai fourni mon adresse e-mail pour qu'on me l'envoie. 5 minutes plus tard, j'avais la liste et j'ai commencé à comparer les noms de l'annuaire avec leurs noms de mariage, leurs conjoints, leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Je dirais que c'était une mine d'or d'informations.
J'avais la liste la plus à jour que j'aurais pu espérer. Je connaissais même des détails comme les noms des enfants, les animaux de compagnie, les passe-temps, les plats préférés, etc., de tous les camarades de classe de Marie. J'ai également découvert que Marie avait fourni nos informations actuelles, y compris nos 2 enfants, avec une note en bas de page qui disait « Nous espérons que le 3e sera en route bientôt ». À ce moment-là, j'étais assez sûre que Marie serait déjà de retour du travail, alors j'ai décidé de faire l'appel téléphonique redouté et de supporter sa colère pendant quelques minutes. Elle s'était glissée dans mon écriture ces derniers temps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ses sentiments ne m'importaient plus. Je la blâmais pour ce que je ressentais, alors je ne me suis pas inquiétée si mon sarcasme était un peu perceptible. Elle devrait s'en accommoder. Alors, je l'ai appelée. Tom, où étais-tu au juste? Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé hier soir ni ce matin? Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle tonné, mais cela ne m'a pas surpris. Je savais qu'elle allait tout lâcher, alors je l'ai laissé faire. Je lui ai expliqué qu'à mon arrivée, il était très tard, et que je ne voulais pas appeler et risquer de réveiller les enfants. J'ai admis que je m'étais un peu apitoyée sur mon sort et que j'avais fini assez saoule. Quand je me suis réveillée, il était trop tard pour appeler ce matin. J'ai également mentionné que j'avais été pressée pour préparer tout cela pour les jours suivants. Je lui ai dit que j'avais séjourné au Hilton Garden Inn de l'aéroport JFK hier soir, mais que je n'avais pu obtenir qu'une chambre pour une nuit. Je devais chercher un nouvel hôtel pour les 2 nuits suivantes. Je lui ai conseillé de continuer à appeler mon portable, car c'était la meilleure façon de me contacter, mais que je ne le garderais pas allumé pendant mes cours. Mon plan était de créer la plus grande fenêtre possible pour me perdre. Je savais que j'avais besoin de faire des appels téléphoniques anonymes pendant que j'étais en ville, alors j'ai décidé d'acheter un de ces téléphones portables jetables pour les fins que j'avais en tête. Je me suis rendue à la pharmacie voisine et j'ai acheté un téléphone prépayé, qui était assez raisonnable et non traçable. C'était parfait. Lorsque j'ai raccroché, il était presque 18 heures, et étonnamment, je me sentais assez bien et je commençais à avoir faim. J'avais vu le George's Barbecue en retournant à l'hôtel et j'ai décidé de m'arrêter pour manger quelque chose. Une fois de retour à l'hôtel, il était temps de rassembler des données. J'ai commencé par revoir l'annuaire de dernière année de Marie, page par page, personne par personne. J'ai dressé une liste de tous ceux qui avaient écrit des commentaires dans son annuaire et j'ai noté les commentaires qu'ils avaient faits. J'ai établi un système de code pour classer les types de commentaires. Tout d'abord, j'ai utilisé A ou FA pour chaque personne. Ami était le code pour ceux qui semblaient être des amis. Si la personne était une fille de ce qui semblait être le cercle restreint de Marie, j'ai utilisé ami. Pour ceux qui pouvaient être sortis ensemble ou qui avaient fait des commentaires plus intimes, j'ai utilisé petit ami. Les commentaires négatifs ont été étiquetés pas ami. Lorsque j'ai terminé, j'avais une liste d'une 40aine de noms, dont environ 30 femmes et 10 hommes. J'ai organisé la liste, d'abord par sexe, puis par code. Dans la catégorie masculine, j'ai trouvé 5 petits amis, 4 amis et un pas ami. Parmi les petits amis, il y avait Tim Johnson, que je soupçonnais être mon principal suspect, mais j'avais besoin d'être sûr avant de tirer des conclusions. J'étais déterminée à en savoir plus sur le pas ami, un type nommé Jake Williams, qui semblait être une source d'informations prometteuse, espérons-le en raison d'une histoire désagréable avec Marie ou peut-être d'une aversion pour Tim. Dans la catégorie féminine, j'avais 3 amis, environ 25 amis et 2 pas amis. Les 3 amis avaient été demoiselles d'honneur à notre mariage, alors je savais que je devais faire attention avec elles. J'ai pensé qu'une paire d'amis pouvait avoir des informations utiles, et encore une fois, j'avais prévu de me concentrer sur les pas amis. Les gens ont tendance à révéler plus d'informations lorsqu'ils n'aiment pas particulièrement quelqu'un, et je comptais là-dessus. J'ai pris ma liste et je l'ai comparée au livre de la réunion, y compris les noms de mariage s'ils étaient disponibles, les adresses, les numéros de téléphone, les noms des conjoints, les noms des enfants, les passe-temps, les intérêts, etc. J'ai même ajouté les professions et les lieux de travail lorsque j'ai pu les trouver. Ils n'ont pas tous fourni les mêmes informations, mais il y avait une grande quantité de données avec lesquelles travailler. J'ai pensé que plus j'aurais de détails, plus j'aurais de chances de connaître toute l'histoire de Marie et de son amant.
Lorsque j'ai terminé de rassembler ces informations, il était un peu plus de 22 heures, et j'en avais assez pour une journée. J'avais prévu de commencer tôt le lendemain matin, dans l'espoir de terminer mon enquête à la fin de la journée, alors j'ai décidé de terminer la journée et de bien me reposer. Alors que je découvrais les draps, mon téléphone portable a sonné. En regardant l'horloge, j'ai vu qu'il n'était que 22h30, et je savais que les enfants étaient déjà couchés, et que Marie avait probablement fini de regarder les nouvelles du soir et était sur le point de se coucher elle-même. J'ai décroché le téléphone, me demandant de quoi elle voulait parler. « Bonjour Tom, j'ai pensé que tu m'appellerais peut-être ce soir après t'être installé, a-t-elle dit. « Eh bien, j'y ai pensé, mais la dernière fois que je t'ai appelé, je me suis fait bien engueuler, alors j'ai pensé que j'attendrais de voir si tu voulais me parler, ai-je répondu. Je suis désolée d'avoir été impolie avec toi avant, s'est-elle excusée. J'étais juste en colère parce que je ne pouvais pas te joindre. Tout ce voyage à toi semble un peu étrange, et je suppose que je me sentais un peu incertaine. Me pardonneras-tu? Ça ne ressemble pas vraiment à des excuses, chérie, a-t-elle répondu. Eh bien, peut-être que je suis aussi un peu fâchée, compte tenu de la façon dont tu m'as traitée, ai-je rétorqué. Elle est restée silencieuse un moment. Elle ne savait pas si je soupçonnais quelque chose ou non, et pour être honnête, je m'en fichais. Je n'étais pas sûre non plus si elle réfléchissait aux choses qui avaient endommagé notre mariage, mais d'une certaine manière, j'espérais que ce soit le cas. Après un moment, elle a dit, « Eh bien, je suppose que je vais te laisser partir alors, Tom. Je suis désolée, je t'aime. Moi aussi je suis désolée. Bonne nuit, Marie. » J'ai réussi à dormir un peu cette nuit-là, même si ce fut un peu agité. Au moins, je n'ai pas eu à écouter ses ronflements. Cependant, j'étais triste d'y penser. Elle était si adorable lorsqu'elle s'est rendue compte pour la première fois que ses ronflements étaient horribles. Nous avions tellement ri de cela, puis nous avions passé une merveilleuse matinée ensemble. Me souvenir de ce qui s'est passé ensuite et de ce qui ne se reproduirait peut-être jamais m'a brisé le cœur une fois de plus, et je me suis endormie par défaut. Le lendemain matin, j'ai commencé tôt avec mes listes. J'ai utilisé mon téléphone prépayé pour appeler plusieurs amis, me présentant comme Roger Moore du département de la Sécurité nationale. Je leur ai expliqué que je menais une enquête de vérification des antécédents sur Tom Harris, qui pourrait rejoindre le groupe de travail antiterroriste de la région de Chicago. J'ai mentionné que M. Harris était marié à l'ancienne Marie Daniels et je leur ai demandé si elle la connaissait du lycée. Au cours de ces appels, j'ai posé des questions sur les relations de Marie au lycée. J'ai finalement confirmé que Tim Johnson avait en fait été son petit ami au lycée. Ils étaient sortis ensemble pendant environ 3 ans, et elle avait mis fin à la relation quelques mois après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. J'ai également appris que Tim vivait toujours à Springfield, travaillant dans une banque locale comme chargé de prêt. Il avait récemment divorcé et avait 2 enfants, tous 2 des garçons. Dans le livre de la réunion, j'ai trouvé sa fiche. C'était un homme très beau, et je pouvais comprendre pourquoi il attirait l'attention d'une femme. J'aurais aimé être aussi beau que lui. Cependant, malgré sa relation précédente, Marie m'a choisi et m'a donné sa virginité, mais elle est restée impliquée avec lui, entretenant une relation pendant des années et lui permettant apparemment d'être le père de nos enfants. Les raisons de ces actes restaient un mystère, des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Peut-être qu'elle pourrait me donner quelques réponses, mais je n'en étais pas sûre. Alors, Marie a mis fin à sa relation avec Tim peu de temps après que nous nous soyons rencontrés, mais ils ont continué à travailler ensemble à la banque jusqu'à ce que nous déménagions dans une autre ville. Cela signifiait qu'ils étaient très proches tous ces jours-là. Je pouvais comprendre comment ils avaient ravivé leur connexion, mais les raisons qui sous-tendaient leur décision restaient floues. Je pensais avoir rassemblé suffisamment d'informations auprès des amis, alors j'ai décidé de m'approcher de l'une des paramies, Lisa Johnson. Gardant ma couverture de Roger Moore du département de la Sécurité nationale, j'ai posé des questions sur tout ce qui figurait dans les antécédents de Marie Daniel, en tant qu'épouse de Tom Harris, qui pourrait être pertinent pour son examen pour un poste de sécurité nationale. Eh bien, dès que j'ai prononcé ces mots, elle s'est jetée sur moi avec tout ce qu'elle avait. Elle a clairement fait savoir que Marie était la personne la plus désagréable qui ait jamais obtenu son diplôme à la Springfield High School. Selon elle, Marie était une voleuse de petits amis et une menteuse.
Je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi elle se sentait ainsi. Elle m'a raconté qu'en 2e année, elle sortait avec Tim Johnson, et Marie le lui avait pris. Bien qu'elle ait reconnu que voler des petits amis n'est pas illégal, elle pensait que cela parlait du caractère de Marie. Au fil du temps et de la connaissance de Marie par son mari, les défauts de son caractère sont devenus plus évidents. Elle m'a confié que, selon les rumeurs lancées souvent par Tim, Marie avait repris sa relation avec Tim après que tous les deux aient travaillé à la banque. Tim affirmait fièrement avoir engendré 2 de ses enfants et a même répandu la nouvelle qu'elle était enceinte à nouveau cette semaine. C'était le dernier potin. Lisa a exprimé ses doutes quant à la possibilité de confier la sécurité nationale à Tom Harris en raison de son épouse infidèle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Je n'avais pas non plus anticipé à quel point cela me ferait mal de réaliser que d'autres étaient conscients de ce qui se passait depuis toutes ces années tandis que je restais ignorant. J'ai pensé que je pourrais également obtenir des informations auprès des 2 autres paramis, alors j'ai appelé l'autre femme, et son histoire était très similaire à celle de Lisa. Elle était la sœur de l'ex-femme de Tim. Sa sœur avait divorcé de Tim après avoir entendu les rumeurs et s'être confrontée à lui. Tim s'en vantait, mentionnant qu'il avait engendré 2 autres enfants. J'ai demandé à Lisa de me donner le numéro de téléphone de sa sœur, et elle l'a fait volontiers. J'avais prévu de l'utiliser plus tard. Quant au parami, il était amoureux de Marie pendant toute la durée du lycée, mais elle ne lui avait jamais donné sa chance. Il a mentionné qu'elle affirmait être amoureuse de Tim, mais qu'elle ne l'épouserait probablement pas car il était trop égocentrique. Tim aurait essayé de se rapprocher de Marie pendant 3 ans. Elle lui disait toujours qu'elle ne donnerait sa virginité qu'à son futur mari, mais qu'après avoir perdu sa virginité, elle pourrait envisager d'être avec Tim, pour le vieux temps. Cette attitude a blessé la personne qui m'a communiqué cette information. Il avait espéré être son futur mari et s'est rendu compte qu'elle pourrait ne pas lui rester fidèle. Il pensait qu'elle pourrait permettre à Tim de revenir dans sa vie s'il essayait. Il a cessé d'essayer de sortir avec Marie après cela. Son attitude apparente m'a fait encore plus de mal que je ne l'étais déjà. Il est devenu clair pour moi que Marie n'avait pas l'intention de me rester fidèle de quelque manière que ce soit. J'avais rassemblé presque tout ce dont j'avais besoin pour ma liste de noms. Maintenant, je voulais en savoir un peu plus sur Tim, alors j'ai visité la banque pour le voir en personne. Je n'allais pas révéler mon identité, mais je voulais l'observer en chair et en os. Il correspondait aux photos, grand et athlétique. C'était dommage qu'il ait une mauvaise réputation. Sinon, il aurait peut-être été un bon parti. Je devais faire quelques appels supplémentaires et effectuer quelques visites avant de rentrer à la maison, mais j'étais confiant que je serais de retour à Springfield avant la nuit. Je me suis enregistré à l'hôtel Candlewood Suites de longue durée près de l'aéroport et j'ai appelé Marie vers 20h30. Je l'ai informée que je rentrerais à la maison vers midi le lendemain et je lui ai suggéré de prendre l'après-midi de congé pour passer un moment ensemble. J'étais devenue assez résilie dans mes circonstances, et je n'ai donné aucun indice sur ce que j'avais découvert. J'ai pensé qu'elle m'avait menti pendant des années, alors quelques mensonges de ma part ne feraient pas beaucoup de mal. Je lui ai assuré mon amour, que tout irait bien, puis j'ai bien dormi. Le lendemain matin, je suis passée à mon bureau pour avoir une longue conversation avec Paul. Il était impatient de savoir ce que j'avais découvert, et je lui ai raconté toutes les informations que j'avais rassemblées. Il m'a remis une enveloppe du laboratoire d'ADN où j'avais prélevé les échantillons d'ADN la veille. C'était un coût supplémentaire, mais j'étais soulagée qu'ils offrent un service de nuit. J'ai ouvert l'enveloppe parce que je voulais que Paul connaisse également les résultats. Il était important pour moi qu'il connaisse tous les faits. C'était mon ami et mon patron, et je pourrais avoir besoin de lui demander une faveur importante à l'avenir. Cher Monsieur Harris, nous avons terminé les tests des 5 échantillons que vous avez fournis le mercredi 15 novembre. L'échantillon 1 provient d'un homme et est un frère de sang de l'échantillon 2, également un homme. L'échantillon 3 provient d'un homme et est un frère de sang de l'échantillon 4, qui provient d'une femme. Les échantillons 1 et 2 partagent le même père et ont une mère différente des échantillons 3 et 4. En d'autres termes, les 4 échantillons partagent un père commun, mais les échantillons 1 et 2 ont une mère différente des échantillons 3 et 4. En ce qui concerne l'échantillon 5, que nous savons être vous, Monsieur Harris, il n'est en aucun cas lié à aucun des autres échantillons.
Par conséquent, il n'y a aucune preuve d'ADN indiquant que vous êtes le père biologique d'aucun des 4 enfants représentés comme échantillon 1, 2, 3 ou 4. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Sincèrement, Dr David Raffi, Accurate DNA Lab Incorporated. J'avais contacté l'ex-femme de Tim et j'avais convenu d'un rendez-vous avec elle. Elle a accepté de me rencontrer et m'a permis de prélever des échantillons de salive de ses 2 enfants. J'avais dans ma mallette une déclaration sous serment de sa part confirmant qu'elle avait fourni volontairement les échantillons d'ADN de ses 2 enfants. Paul m'a fait un câlin chaleureux avant mon départ et m'a exprimé sa sympathie pour ce que j'avais découvert et ce que je traversais. Il m'a assuré de son soutien et de sa volonté d'aider en quoi que ce soit. Il a également fait une remarque désinvolte selon laquelle il valait mieux que je fasse attention, ou je pourrais lui prendre son travail, compte tenu du caractère minutieux de mon enquête en si peu de temps. Nous avons tous les deux partagé un rire, même si ce fut un rare moment de joie dans ce qui était devenu une situation difficile. J'ai rassemblé la bande, les déclarations de nombreux anciens camarades de classe de Marie, une lettre de l'ex-femme de Tim, une lettre certifiée du laboratoire d'ADN et mon cœur brisé. Avec tout cela en main, je suis rentrée à la maison pour faire face à ma femme. Je suis arrivée chez nous quelques minutes avant midi. J'ai pris une bière au réfrigérateur et je me suis installée dans le salon, attendant le retour de Marie. Peu après 12 heures, je l'ai entendue entrer par le garage. Elle s'est précipitée vers moi, attendant un câlin et un baiser, mais je l'ai évité. J'ai pu voir une expression étrange sur son visage lorsque j'ai fait cela, mais je savais que les choses allaient bientôt beaucoup empirer, alors cela n'importait pas beaucoup. Elle m'a demandé ce qui se passait, et je lui ai demandé, « Tu veux une bière ?» Elle a répondu, « Non, dis-moi juste ce qui se passe. » Je lui ai dit, « Marie, je sais que tu as eu une aventure. » Elle a commencé à parler pour le nier, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je lui ai dit, « Je ne veux pas entendre un mot de toi en ce moment. Je sais que tu as eu une aventure, et j'ai des preuves. Avec cette connaissance, je n'ai aucune raison de croire quoi que ce soit de ce que tu dis, alors ne continue pas à me mentir et à affirmer que tu ne l'as pas fait. Assieds-toi sur le canapé et laisse-moi t'expliquer comment les choses vont se passer. C'est tout ce que je veux que tu fasses en ce moment. Ne parle pas, ne pleure pas, ne le nie pas et ne t'excuse pas. En ce moment, rien de tout cela n'importe. Assieds-toi simplement et écoute-moi. » Son visage est devenu pâle, et j'ai pu voir la peur dans ses yeux. Je lui ai redemandé si elle voulait une bière ou au moins un peu d'eau, et elle a choisi un verre d'eau. Je le lui ai cherché et j'ai placé une chaise en face d'elle pour pouvoir m'asseoir et la regarder dans les yeux pendant que je partageais mes pensées. « Marie, je sais que tu as une aventure. Je veux que tu saches que j'ai beaucoup de preuves pour le prouver. Je veux préciser que je ne te mens pas. Pour être juste envers toi, je veux que tes actions dans le futur démontrent que je suis pleinement conscient de tout. Il te convient de croire cela. Si tu doutes de moi, il est probable que tu commettes des erreurs, et tu n'aimeras pas les conséquences. Voici ce qui va se passer aujourd'hui. Je quitte cette maison. Je vais emballer tout ce dont j'aurai besoin pour le mois prochain, et je vais déménager. Oui, pendant le mois prochain, je ne vais pas vivre ici. Nous resterons légalement mariés, mais je ne vais pas résider ici. Lorsque j'ai mentionné cela, elle a halté et a commencé à gémir, mais elle n'a pas pleuré ouvertement ni essayé de parler. J'ai continué, pendant ce mois-ci, tu as 2 choses importantes à faire. Tout d'abord, tu dois décider si tu m'aimes et si tu veux rester ma femme. Indépendamment de ma décision, tu dois prendre cette décision. Si tu ne m'aimes pas ou si tu ne veux pas être ma femme, rien d'autre n'importe, alors tu dois prendre cette décision, mais je ne veux pas l'entendre aujourd'hui. Prends ton temps pour y réfléchir, et après un mois, tu pourras me le faire savoir. Deuxièmement, tu dois mettre par écrit tous les détails de ta trahison envers notre mariage. J'aime la Marie que j'ai connue, celle que j'ai épousée. Je dois te dire que je n'aime pas la Marie que je découvre maintenant parce que je ne reconnais même pas en qui tu es devenue. Donc, tous et chacun des aspects de ton aventure ou de tes aventures doivent être révélés. Je veux savoir avec qui tu as eu cette aventure ou ces aventures. Si c'était avec une seule personne, je veux son nom. S'il y a eu plusieurs personnes, je veux tous leurs noms. Je veux savoir pourquoi tu as eu cette aventure ou ces aventures. Qu'est-ce qu'ils t'ont offert que je n'ai pas pu? Je veux savoir quand elles ont commencé,
à quelle fréquence elles se sont produites, où elles se sont produites, ce que tu as fait et ce que tu as dit. Je veux savoir ce que tu as obtenu de ces aventures. Je veux chaque détail, Marie. Ne te laisse rien. Je veux te connaître vraiment, la femme que tu es réellement. J'ai perdu l'image que j'avais de toi, mais si je veux avoir une chance de sauver notre mariage, j'ai besoin de comprendre en qui tu es devenue. Rappelle-toi ceci, Marie, j'ai des preuves concrètes, alors n'omets aucun détail, et ne pense même pas à essayer de me tromper. Si tu me mens, je te garantis que c'est fini. Si tu me racontes tous les vrais détails, il y a une possibilité que nous puissions sauver notre relation. J'ai dit une possibilité, il n'y a pas de promesse. N'interprète pas plus que ce qu'il y a, j'ai pu voir la panique s'intensifier dans ses yeux, et j'étais assez sûre qu'elle comprenait la gravité de la situation. Si tu découvres que tu ne peux pas ou ne veux pas me dire la vérité, fais-le-moi savoir à la fin du mois, et nous mettrons fin à notre mariage le plus rapidement et le plus indolore possible. En ce moment, la balle est dans ton camp. Tu as toutes les décisions à prendre. Au cours du mois prochain, lorsque tu auras décidé de tes sentiments envers moi et si tu veux rester marié avec moi, tu peux m'envoyer un message par email à mon adresse email professionnelle et joindre ton récit écrit de ta trahison. J'attends les deux choses exactement dans 4 semaines, ni avant ni après. De plus, si je découvre un jour que tu reprends ton aventure à tout moment dans le futur, notre mariage prendra fin immédiatement. Assure-toi de bien comprendre maintenant. En ce qui concerne les enfants, veux-tu qu'ils restent avec toi le mois prochain, ou préfères-tu que je les emmène? Les deux options me conviennent. Si tu les veux, j'irai leur rendre visite tous les mercredis soirs. Je les ramènerai de la garderie et je les garderai jusqu'à 20h30, puis je les ramènerai à la maison. Je t'appellerai à mon arrivée pour que tu puisses venir les chercher. Et je sais que tu es là les week-ends. Je les aurai un des 2 jours. Élabore le calendrier qui te convient le mieux, et je m'y tiendrai. Si tu ne veux pas des enfants, je te propose le même calendrier que je t'ai proposé. Tu peux récupérer les enfants à la garderie le mercredi, et je les récupérerai ici à 20h30. Tu peux les avoir un des 2 jours du week-end, et je te les ramènerai le jour que tu choisiras. Maintenant, je vais commencer à faire mes valises, et une fois que j'aurai terminé, je partirai. S'il te plaît, décide de ce qui concerne les enfants avant que je ne parte. Cela dit, je suis sortie de la pièce et je suis montée faire mes valises. Pendant que je faisais mes valises, je pouvais l'entendre sangloter en bas, mais lorsque je suis revenue, elle avait retrouvé son calme. Elle avait les yeux rouges et le maquillage coulait, mais elle semblait plus maîtrisée. Tom, je sais que tu ne veux pas entendre ça. Tu as raison, je ne veux pas l'entendre. Suis mes instructions, ou nous pouvons mettre fin à ce mariage frauduleux en ce moment. Veux-tu garder les enfants où je les emmène? Je veux qu'ils restent avec moi, a-t-elle crié. D'accord, alors, je pars. Je t'appellerai demain pour parler de l'horaire de prise en charge des enfants le mercredi et un jour de chaque week-end. Au revoir, Marie. Et je suis partie. Le mois est passé relativement vite. J'emmenais Alex et Emma dîner tous les mercredis soirs, puis je les ramenais à ma suite d'hôtel. Emma, étant si petite, ne savait pas grand-chose de ce qui se passait, mais Alex avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas à la maison, et je lui ai expliqué que sa mère et moi avions des problèmes conjugaux et que nous essayions de les résoudre, alors il valait mieux que je reste à l'écart un certain temps. Je lui ai assuré d'être patient et de ne pas s'inquiéter pour nous, en soulignant que sa mère et moi l'aimions beaucoup, lui et Emma. Alex a semblé satisfait de mes réponses, et je l'ai laissé ainsi pour le moment. Je voyais Marie chaque fois que je laissais les enfants à la maison. Elle sortait à la porte d'entrée pour les saluer et s'assurer qu'ils entraient en toute sécurité dans la maison. Une fois, elle a commencé à marcher vers la voiture pour me parler, mais j'ai simplement levé la main pour l'arrêter et je suis partie en voiture. J'ai pu voir son visage pleurer pendant que je m'éloignais, et elle est restée sur le seuil de la porte. Exactement un mois après notre confrontation, j'ai reçu un email de Marie. Son message disait ceci: « Cher Tom, je veux que tu saches que je suis vraiment désolée pour la douleur que tu as subie. Je t'aime, et je veux être ta femme. S'il te plaît, appelle-moi après avoir lu ma lettre et décide de revenir avec moi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. J'ai besoin de toi, et nos enfants ont besoin de toi.
Avec amour, Marie. En lisant cela, je soupçonnais déjà que Marie ne serait pas tout à fait honnête dans sa lettre. Je savais qu'elle n'admettrait pas qu'Alex et Emma n'étaient pas mes enfants. Cependant, je devais lire la lettre pour être sûre. Jointe à l'email, il y avait une longue lettre contenant ce qui suit. Cher Tom. Je t'écris cette lettre pour te persuader de revenir avec moi. Je t'aime profondément, et je veux rester ta femme et vieillir avec toi. C'est simple à dire, mais ce que je dois te raconter est très compliqué. Je sais que cela te fera mal, et je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais je m'engage à être totalement honnête avec toi. J'aime deux hommes, toi et Tim Johnson. Tu as mentionné que j'avais une aventure, et selon la définition de la plupart des gens, je suppose que je l'avais. Cependant, je ne la voyais pas comme une aventure. Une aventure implique généralement un bref coup de foudre qui conduit à une relation amoureuse illicite de courte durée. Je comprends que cela va être douloureux, mais ma relation avec Tim remonte à avant ma relation avec toi. Tu sais que j'étais impliquée avec quelqu'un d'autre lorsque je t'ai rencontré. Cette autre personne était Tim Johnson. Nous sortions ensemble depuis ma 2e année. Tim est un homme beau, charmant, spirituel, intelligent et affectueux. Il possède encore toutes ses qualités. Peu de temps après avoir commencé à sortir avec lui, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui. Il incarnait la plupart de ce qu'une fille pourrait attendre d'un petit ami ou d'un mari. Je l'aimais, Tom, mais il avait un défaut important qui rendait impossible le mariage avec lui. Il était incroyablement attirant et trop sûr de lui, laissant clairement entendre qu'il ne me serait pas fidèle en tant que mari. Malgré mon amour pour lui, je savais que je ne pourrais jamais l'épouser, et j'étais déterminée à conserver ma virginité pour mon futur mari. Il a essayé de me persuader constamment du contraire, et même si une partie de moi s'est sentie tentée, j'ai maintenu ma position. Ensuite, je t'ai rencontré. En peu de temps, je me suis rendu compte que je t'aimais et que je voulais te marier. La vérité est que je n'ai pas cessé d'aimer Tim. Je les aimais tous les deux différemment, mais de manière similaire. C'est difficile à expliquer, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la description de mes sentiments. Tim a continué à me courtiser même s'il savait toi et mon amour pour toi. Je lui ai dit une fois que peut-être après avoir donné ma virginité à mon futur mari, je pourrais envisager d'avoir des relations intimes avec lui avant le mariage. Il a trouvé cela étrange, mais il n'a pas insisté sur le sujet. Après que nous ayons fait l'amour, il s'est rendu compte que quelque chose avait changé. Il a continué à demander l'occasion que je lui avais offerte, et nous n'étions même pas mariés ni fiancés.